Bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Myriam Romanin. Je suis agente de projet pour la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada et je suis très heureuse de vous accueillir puis de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire sur Marche vers le futur, qui est un programme de prévention des chutes par vidéoconférence. Je vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à la prévention des chutes chez les aînés. Je peux voir que c'est un intérêt qui est partagé partout au pays. Si je regarde, si j'en juge par les personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui. Il y a des personnes du Nouveau-Brunswick, une personne de Terre-Neuve, de l'Ontario de la Saskatchewan, puis aussi de la Colombie-Britannique. Donc, ensemble, on va vraiment d'un bout à l'autre du pays. Vous savez, depuis les dernières années, on parle beaucoup du vieillissement de la population. Par ricochet, on parle aussi beaucoup de la problématique des chutes chez les personnes aînées, que c'est une problématique qui augmente en importance parce que la population vieillit. Je ne veux pas parler davantage du programme Marche vers le futur ou encore de la problématique des chutes chez les aînés parce qu'on a une personne ressource qui va pouvoir nous en parler dans tous ces détails, qui est Madame Dominique Cardinal, que je vais vous présenter tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, par exemple, je vais vous expliquer comment que le webinaire va fonctionner. C'est très simple. Le webinaire se divise en deux parties. Une partie environ qui va durer 45 minutes, pendant laquelle Madame Cardinal va nous parler de la problématique des chutes et aussi du programme de prévention des chutes par vidéoconférence. Puis par la suite, une période d'environ 15 minutes pour poser des questions. Pendant le webinaire, je vais fermer vos micros pour qu'il n'y ait aucune interférence, puis pour qu'on puisse bien entendre Madame Cardinal. Mais à la suite, pendant la période de questions, je vais ouvrir vos micros. Mais ce que je vais vous demander, pour que ça soit beaucoup plus facile pour nous de s'entendre, c'est de lever la main pour que je puisse vous poser une question, que je puisse vous donner accès à votre micro. Comment poser une question sur la plateforme? C'est très simple. Je vais vous demander tout simplement de regarder en haut de mon visage. Vous avez une bande bleue. Sur la bande bleue, il y a différentes icônes. Vous en avez un, c'est une main. Vous avez une caméra, puis vous avez un micro. Donc, comment poser une question? Vous avez tout simplement appuyé sur le triangle qui pointe vers le bas. Là, vous allez avoir une série d'icônes qui va apparaître, dont une main levée. Vous avez aussi le pouce là, vers le haut quand vous êtes d'accord. Donc, pour poser la question, vous avez simplement à lever la main. Moi, je vais vous donner accès à votre micro. Et pour accéder au micro, ce que vous devez faire, vous appuyez encore sur le triangle qui pointe vers le bas. Et là, vous acceptez de diffuser la voix. Pour une raison ou une autre, si vous ne réussissez pas à diffuser votre voix, ou si vous voulez tout simplement pas parler, vous pouvez utiliser la zone de clavardage qui est juste en bas de la liste de noms des participants et écrire votre question. Moi, je la lirai, puis comme ça, Madame Cardinal pourra facilement y répondre. Donc, sans plus tarder, je veux juste m'assurer que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Je vais vous demander de lever le pouce vers le haut si vous avez bien compris, puis vous êtes prêt à passer au webinaire. Je crois que tout le monde a bien compris. Leslie, je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas accès, mais j'ai vu que vous êtes capable d'utiliser la zone de clavardage. Donc, si vous avez une... Ah, ben parfait. Alors, ça fonctionne pour tout le monde. Sans plus tarder, moi, je vais laisser la parole à Madame Cardinal. Madame Cardinal, elle est gestionnaire du programme et elle va être en mesure de vous en parler sous toutes ses coutures. Donc, je vous laisse la parole, Madame Cardinal. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Effectivement, je m'appelle Dominique Cardinal. Je suis gestionnaire du volet formation au Consortium national de formation en santé. Je suis aussi physiothérapeute de formation et auteure du programme Marche vers le futur avec des professionnels de la clinique universitaire à l'Université d'Ottawa. Donc, je ne suis pas toute seule à présenter, comme vous voyez. J'ai ma collègue, Madame Boris, à côté. Donc, je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour. Bienvenue au webinaire. Mon nom c'est Caroline Boris. Je suis ergothérapeute de formation. J'effectue présentement ma maîtrise en éducation pour les professionnels de la santé
J'ai participé à quelques étapes du programme Marche vers le futur en assistance à Dominique lors de l'évaluation des participants là, durant les 3 dernières années, en fait, durant les années que je me suis joint là, au CNFS, donc depuis 2013. Aujourd'hui, la présentation, on va regarder, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va regarder rapidement la problématique des chutes. Donc, on va vous présenter une brève introduction par rapport à ça. Puis, on va voir plus en détail le programme Marche vers le futur. Donc, les étapes, en quoi ça consiste, puis comment ça a été développé. Donc, en fait, avant de s'attarder à la problématique des chutes, on va d'abord regarder au niveau de la démographie à travers le Canada. Puis là, OK, ça fonctionne, parfait. Donc, vous voyez à l'écran, vous avez un graphique, une image, puis on voit par province le pourcentage de personnes qui ont plus de 65 ans. Donc, vous avez 2 colonnes, la plus foncée en 2005 et les projections en orange un petit peu plus pâle, là, la colonne à côté. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on voit que les projections en 2031, hein, pour certaines provinces, ça va presque doubler. Là, si on regarde là, surtout au niveau des maritimes, puis au Yukon aussi, qu'on voit à Terre-Neuve-Labrador, Yukon, là, qui a une augmentation vraiment significative. Puis si on regarde même les projections dans une vingtaine d'années, on voit que au niveau de la population 85 ans et plus, c'est le segment en fait qui va le plus augmenter. Hein. Donc, ça va être important que les services, l'offre de services de santé soit adaptée à ces changements démographiques-là. Puis, on regarde également dans une vingtaine d'années, si on regarde au niveau 65 ans et plus, il va y avoir le quart de la population qui va être âgée de 65 ans et plus. Et on sait que l'âge est un facteur de risque important au niveau des chutes. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos des chutes? D'abord, on dit que le tiers des personnes âgées de 65 ans et plus et la moitié des personnes âgées de 80 ans et plus tombent au moins une fois par année. Et que la majorité, 60 à 90 des fractures de la hanche vont résulter d'une chute. On sait aussi que les chutes représentent la source d'hospitalisation la plus fréquente et qu'elle entraîne des coûts importants. Et les coûts vont être à travers différents plans. Hein. Si je pense au niveau personnel, la personne qui a chuté va généralement développer une crainte, une peur de chuter qui va l'amener à se mobiliser moins. Donc, souvent, elle va marcher un petit peu moins loin, réduire ses activités qui vont entraîner différentes conséquences sur la personne, peut-être une perte au niveau de l'autonomie dans ses activités quotidiennes aussi. On peut voir que ces pertes-là, ces atteintes-là vont avoir des répercussions aussi sur le plan familial, le réseau, le soutien social qui va devoir être augmenté. Puis, peut-être également qu'au niveau de la communauté, les services à travers la communauté vont être utilisés davantage. Donc, il y a des répercussions là, au niveau des ressources, les ressources communautaires, de même qu'institutionnelles, évidemment. Donc, si on regarde, je continue avec l'accent sur l'âge. Hein. Ici, vous voyez sur l'écran le taux d'hospitalisation lié à une chute en fonction de l'âge. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que plus la personne vieillit, plus le taux d'hospitalisation va être élevé. Donc, ce n'est pas surprenant. Puis, vous voyez la petite ligne verte dans le haut, ça représente les femmes. Donc, les chutes sont plus importantes chez les femmes en vieillissant. Donc, on va poursuivre sur le sujet des hospitalisations. Donc, Caroline vient de nous parler des impacts un petit peu sur le plan personnel, sur le plan familial. Évidemment, au niveau des impacts dans le système de santé, on sait que les coûts engendrés par les hospitalisations liées aux chutes se situent autour de 2 milliards de dollars par année. Donc, c'est quand même des coûts considérables dans le système de santé actuel.
Si on regarde le diagramme, c'est assez intéressant, on voit que, tu pourras peut-être pointer, Caroline, les chutes au Canada sont environ on passe en fait en moyenne 15 jours à l'hôpital. Les aînés vont passer 15 jours à l'hôpital suite à une chute. Tandis que pour les autres conditions, les autres pathologies, les autres conditions que les personnes âgées vont présenter, ils vont passer en moyenne 9 jours à l'hôpital. Donc, on voit que pour les chutes, l'hospitalisation est beaucoup plus longue. On peut regarder aussi au niveau des provinces. Je pense que c'est quand même intéressant de voir que c'est plus préoccupant pour certaines provinces. On voit par exemple Nouvelle-Écosse, l'Alberta, Manitoba, l'île du Prince-Édouard. Hein, le nombre de jours d'hospitalisation se situe en haut de 20 jours. Et pourtant, pour les autres conditions, pour nos aînés, on parle de 10, 11 jours, 12 jours d'hospitalisation. Donc, le temps d'hospitalisation est beaucoup plus long suite à une chute. C'est certain que quand les gens chutent, après ça, des fois, ils ne sont pas capables de retourner dans à leur domicile. Donc, ils sont en attente de placement pour aller dans des résidences de soins. Donc, ça peut justement prolonger l'hospitalisation. Donc, si on poursuit, ce qu'on voit ici, bien évidemment, c'est la répartition des francophones dans les diverses provinces. Donc, nos aînés se retrouvent dans ces diverses provinces-là. Et les francophones, on sait, présentent des déterminants de la santé qui les placent plus à risque finalement. On est toujours dans les chutes, donc ils sont plus à risque de chute en raison de certains déterminants. On peut penser à ce que Caroline vient de nous parler à l'âge. Hein. On sait que les francophones en situation minoritaire sont normalement plus âgés. Ils présentent aussi plus de conditions de facteurs de comorbidité. Par exemple, ils ont plus d'arthrose, plus d'ostéoporose. Ils sont également moins scolarisés, moins de ressources financières. Donc, tout ça fait qu'ils sont plus à risque de chute et malgré tout, ils n'ont pas d'accès à des soins en français. Donc, c'est un petit peu ces éléments-là qui nous ont amenés à penser au programme qu'on va vous présenter, au programme Marche vers le futur, pour essayer justement d'offrir des soins aux aînés là, en situation minoritaire francophone. Donc, c'était notre petite introduction sur les chutes. Donc, on va passer pour vous parler, on va parler maintenant du programme Marche vers le futur. Donc, on parlait que c'était, tantôt Myriam nous a dit, c'est un programme de prévention des chutes qui s'offre par vidéoconférence. C'est effectivement la particularité du programme. Quand on a monté ce programme-là au début des années 2009, on a fait le tour, on a regardé les autres programmes qui existaient dans les préventions des chutes et on a regardé comment on pourrait adapter ces programmes-là pour justement les offrir en vidéoconférence en étant le sécuritaire. C'était l'élément de sécurité, était ce qui nous préoccupait le plus. Comment enseigner les exercices, est-ce que ça peut être bien compris, puis est-ce que ça peut être sécuritaire? Donc, on voit sur l'image, à droite de l'image, on voit l'animateur. Donc, ici, à Ottawa, on a une physiothérapeute qui donne le programme depuis plusieurs années, qui est très experte pour animer des groupes avec des aînés, puis qui connaît bien la problématique des chutes. Donc, elle anime des exercices à partir d'Ottawa et on va justement diffuser ce qu'elle dit, puis ce qu'elle fait dans un site externe. Et là-bas, on a environ, on va en parler tantôt, mais 12-15 participants qui sont accompagnés de surveillants. On va voir également le rôle des surveillants là, dans le site externe. Donc, ça vous explique un petit peu là, rapidement à quoi ça ressemble là, quand on offre le programme à distance. Donc, si on parle du type de programme, c'est important de vous dire que, premièrement, ça repose sur les pratiques exemplaires. Donc, ça repose sur les données probantes. On a lu beaucoup d'écrits. Comme je vous dis, on a consulté les autres programmes. Et les écrits nous disent bien que pour avoir des résultats qui sont concluants dans la prévention des chutes, c'est important d'avoir une approche qui est multifactorielle. Donc, on ne peut pas agir juste sur un élément. À ce moment-là, les écrits sont unanimes à dire qu'on n'aura pas de changement au niveau des chutes. Donc, on voit que nous autres, notre but, c'est vraiment de diminuer les facteurs de risque de chute. Et si vous regardez le diagramme, si on regarde d'abord le carré mauve, la première chose qu'on fait, c'est agir sur les composantes physiques. Donc, évidemment, on va donner des exercices, comme tout programme de prévention de chute. On va travailler sur la force, l'équilibre, la mobilité. On donne ensuite des capsules d'information. Donc, vous allez voir, tantôt, on va en parler. On va parler des sujets là, sur lesquels on discute avec nos aînés. Mais c'est vraiment dans le but d'augmenter les connaissances et de modifier leur comportement pour encore qu'ils soient moins à risque de chute. Et évidemment, on donne un programme à domicile parce que ça serait insuffisant. On voit les gens juste une fois par semaine. Par vidéoconférence, on se branche une fois par semaine avec la physiothérapeute.
Donc, ce serait insuffisant pour obtenir des changements au niveau de la force et de l'équilibre. Donc, on donne un programme à domicile. Et ça aussi, on va l'expliquer un petit peu plus tard, là, comment on fait pour avoir un bon suivi à ce niveau-là. Donc, le but du programme, comme Myriam a dit tantôt, c'est un programme de prévention des chutes. C'est important pour nous autres, le mot prévention, parce que c'est pas de réduire les chutes. On mesure pas, premièrement, on prend pas des gens qui chutent, parce que dans les écrits, c'est bien clair que les gens qui chutent devraient avoir un programme qui est individualisé. Donc, nous autres, c'est un programme de groupe, par vidéoconférence. Donc, on s'assure que les gens vont répondre aux critères pour avoir justement un programme de prévention des chutes en groupe. Donc, on agit sur les facteurs de risque qui, en suivant les 4 grandes catégories là, qui ont été identifiées par l'Agence de santé publique du Canada. Et Caroline va nous en parler justement de ces 4 grandes catégories-là. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si on peut poser des questions, on vous les demanderait. Mais il y a 4 grandes catégories sur lesquelles on peut agir et le programme s'assure d'agir à tous ces niveaux-là avec des objectifs. Donc, Caroline va vous parler. Alors, je poursuis justement avec ces catégories-là qui sont en fait les différents facteurs qui vont amener les chutes. Donc, on s'attarde d'abord aux facteurs biologiques. Quand on parle de facteurs biologiques, on va parler de facteurs qui sont modifiables et les facteurs qui sont non modifiables. Je commence avec les facteurs modifiables. Normalement, je vous aurais demandé d'en nommer quelques-uns, mais on peut penser à la force, à la souplesse, l'équilibre ou encore la mobilité. Quant aux facteurs non modifiables, c'est un exemple, c'est l'âge, par exemple, dont on a parlé quand même de façon importante au début de la présentation. Ça pourrait être l'hérédité. Donc, le premier objectif du programme est basé sur le facteur biologique qui est modifiable. Donc, on veut augmenter la force musculaire des membres inférieurs. Et évidemment, on veut mesurer l'atteinte de cet objectif-là. Et on va utiliser, vous voyez en parenthèse en bleu, c'est stand, c'est le nom de l'évaluation qu'on va utiliser. Donc, nous, on a des normes. Hein, on va aller mesurer le score avant le programme, puis on va mesurer le score à la fin du programme. On va mesurer l'amélioration. Et en fonction du score qui est obtenu à la fin de l'évaluation, on va pouvoir déterminer si l'amélioration elle est significative ou non, donc si on a atteint notre objectif ou non à ce niveau-là. Pour le deuxième objectif, on veut augmenter l'équilibre statique et dynamique. Donc, encore là, vous avez les deux tests qu'on va utiliser en parenthèse. On va comparer les scores avant et après programme. Puis, on va mesurer si l'amélioration elle est significative encore ici. Si je continue, la deuxième catégorie, mon deuxième type de facteurs que je vais vouloir mesurer, ce sont les facteurs comportementaux. Donc, les gestes que je pose au quotidien qui vont me mettre à risque ou qui vont m'aider à prévenir les chutes. Donc, je pense aux habitudes d'activité physique, l'alimentation, la prise de médication, d'alcool, la peur qui peut rentrer dans ces facteurs-là. Donc, l'objectif qu'on a dans le programme, c'est d'augmenter les connaissances des participants sur les facteurs de risque liés à leur comportement. Donc, pour mesurer ça, on va utiliser un test de connaissance. Puis, on va aussi avoir comme objectif de créer une habitude de pratique régulière d'activité physique. Pour mesurer ça, on va effectuer un sondage, un entretien téléphonique avec les participants du programme à la fin du programme. Puis, Dominique va en parler un petit peu plus tard. Donc, je passe maintenant aux facteurs environnementaux, aux facteurs sociaux. Donc, on veut augmenter la connaissance des participants sur les facteurs de risque liés à leur environnement. Puis, on va voir un petit peu plus tard là, des exemples de comment on ferait de l'éducation justement sur les facteurs de risque et les modifications qu'on peut apporter à l'environnement. Puis, on veut vraiment sensibiliser les participants au fait que ce sont des facteurs qui sont modifiables. Donc, on peut faire des changements dans notre environnement pour être plus sécuritaire. Encore là, on va mesurer l'atteinte de cet objectif-là à l'aide du test de connaissance et du sondage téléphonique qui va être effectué plus tard. Je passe maintenant aux participants
participants, donc qui on va admettre dans le programme. Hein. On a des critères d'admissibilité. D'abord, vous voyez sur la diapo, c'est évidemment des gens qui sont préoccupés par leur équilibre, par leur risque de chute. Généralement, des gens qui sont âgés de 50 ans et plus, qui sont autonomes, qui vont avoir un score au niveau du BERG de 48 et plus. Donc, on a, tantôt, on vous disait, on va mesurer avant le programme, il y a toutes sortes d'évaluations qu'on va faire au niveau de la force physique, de l'équilibre. Donc, on a des scores qu'on doit atteindre, d'un minimum qu'on doit atteindre pour être sécuritaire pour faire le programme. On va exclure les gens qui ont effectué plusieurs chutes, pour les raisons que Dominique vous a parlé tantôt. On va exclure également les gens qui ont des problèmes cognitifs, parce qu'il pourrait y avoir des difficultés au niveau de la compréhension des exercices à effectuer, puis tout l'aspect vidéoconférence peut être plus difficile pour ces personnes-là. Puis on va exclure également les gens qui utilisent de façon régulière une aide à la marche. Parce que, encore là, leur équilibre est probablement trop bas pour assurer leur sécurité en vidéoconférence. Donc, on passe maintenant aux évaluateurs. Donc, qui sont les évaluateurs? En fait, c'est certain que Caroline et moi, on évalue. On se rend dans les sites pour évaluer les participants, mais en fait, l'évaluation, c'est quand même long. Normalement, les participants vont rester environ 1 heure chacun là, pour passer à travers le processus. Donc, on a besoin d'aide. Donc, dans les sites, normalement, quand on fait affaire avec un site, le dernier site, c'était Edmonton, on va demander de trouver aussi 2 évaluateurs. Donc, on dit que c'est des intervenants dans le domaine de la santé. En fait, ça peut être des étudiants dans le domaine de la santé, ça peut être des gens en activité physique. Donc, c'est des gens qui travaillent de près dans le domaine large de la santé, qui sont prêts à suivre une formation qu'on offre par vidéoconférence. Donc, encore, ça a été Caroline et moi les dernières années. On donne cette formation-là par vidéoconférence. On explique comment faire les tests pour qu'ils soient validés. Donc, on passe à travers tous les tests avec les gens. Après ça, on les pratique, même on les regarde pratiquer à l'écran. Et ensuite, on leur demande d'aller voir un site. Ils peuvent voir encore tout le déroulement là, de l'évaluation, puis comment faire les tests de façon standardisée. Donc, leur responsabilité, on dit que c'est de refuser, accepter ou refuser les participants, mais en fait, c'est de faire les tests, de recueillir les données, puis après ça, on décide selon les critères qu'on a déjà mis en place si les participants sont aptes, en fait, à participer de façon sécuritaire au programme. On demande aussi que les évaluateurs du site soient disponibles la première journée pour faire l'évaluation et que ces mêmes évaluateurs-là soient disponibles en fin de programme. C'est une façon de standardiser encore les résultats. Donc, c'est une demande qu'on fait d'avoir les mêmes personnes qui évaluent. Si on parle un petit peu plus de l'évaluation qui se fait, bon, normalement, on la fait environ 2 semaines, c'est variable de 2 semaines avant la première journée là, de formation, mais ça peut se faire un petit peu plus avant aussi. Donc, les gens ont un horaire, ils viennent environ, comme je disais, pour 1 heure. Quand ils arrivent, ils vont remplir d'abord un formulaire de consentement. Un consentement pour l'évaluation, puis un consentement s'ils sont acceptés au programme. Donc, c'est déjà fait. Et évidemment, on leur dit que c'est un programme de prévention des chutes, donc on les met en déséquilibre, donc ils comprennent les signes en disant qu'ils comprennent bien qu'il peut y avoir certains petits risques d'être placés en déséquilibre, mais bon, on n'a jamais eu de chute, on peut vous rassurer à ce niveau-là. Ensuite, ils vont remplir un formulaire d'information sur le participant. Donc, à l'intérieur de ce formulaire-là, on demande, entre autres, justement, s'ils sont déjà tombés, combien de fois. On leur demande des informations sur leur santé, s'ils prennent des médicaments, s'ils ont des médecins, toute information là, qui pourrait nous permettre de voir que ce ne serait pas sécuritaire là, que ces gens-là participent au programme. Donc, encore, quand on termine l'évaluation, on va regarder là, toute l'information qui est à l'intérieur du formulaire d'information du participant. Ça va nous aider à choisir si c'est un participant qui peut participer, là, qui peut assister à la formation. Ensuite, c'est les tests dont Caroline parlait. Le test de connaissance, le test de BERG qui est pour l'équilibre et le test de sit to stand qui est le test de force. Donc, tous ces éléments-là sont faits à la semaine 1. Et quand le programme se termine, évidemment, on ne fait pas le formulaire de consentement, ça a déjà été fait. On ne remplit pas le formulaire d'information. On refait les tests et on ajoute une évaluation du programme. Donc, encore, on dit 1 heure, mais souvent, après 45 minutes, là, les gens ont terminé. Donc, une journée d'évaluation, on évalue environ là, à 4 évaluateurs. Caroline, moi, puis les 2 du site, on peut évaluer environ 25 personnes.
Et normalement, ce qu'on vise, c'est d'avoir 15, autour de 15 participants qui peuvent assister, là, qui sont aptes à participer à Marche vers le futur. On a aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez l'image, hein, on voyait la physiothérapeute qui enseignait des exercices à des aînés qui se situeraient dans un site à distance. Ça nous prend les surveillants qui vont justement assister la physiothérapeute. Et ces surveillants-là peuvent être les évaluateurs qu'on a déjà formés puis qu'on va continuer à former dans leur rôle de surveillant, ou ça peut être des nouvelles personnes et encore, ça va être des étudiants ou des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Donc, ce n'est pas nécessairement des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, c'est des gens qui sont prêts à aider, à assister des gens avec des aînés. Donc, des fois, on a des gens qui travaillent déjà auprès des aînés là, dans différentes situations. Donc, leur responsabilité, c'est vraiment de soutenir la physiothérapeute. En fait, ils vont placer le matériel, on utilise des télébandes, des élastiques, on utilise des petits bancs, des steps qu'on appelle. Donc, de déplacer le matériel pour que, justement, que ça soit efficace au niveau du roulement des exercices. Ils vont aider beaucoup à assurer la sécurité des participants. Donc, souvent, la physiothérapeute va demander à un surveillant de s'approcher d'un participant qui a plus de difficultés à faire un exercice et qu'on voit qu'il peut être moins stable. Donc, c'est vraiment pour assurer le bon déroulement, la sécurité des participants. Et ces gens-là, ces surveillants-là vont recevoir aussi une formation qui est beaucoup plus courte, là, ça dépend. Si c'est nos évaluateurs, à ce moment-là, c'est plus court. Si c'est des nouvelles personnes, on va les rencontrer, la physiothérapeute va les rencontrer. Encore, ça peut se faire par vidéoconférence pour leur demander, pour leur dire, leur indiquer là, ce qu'elle a besoin comme assistance. J'ai oublié juste de dire, je pense que c'est important, le surveillant, on demande un surveillant pour 10 participants. Donc, en fait, jusqu'ici, depuis qu'on le donne, depuis plusieurs années, on a eu 2 surveillants pour autour de 12, 13, 15 participants. Donc, à partir de plus que 10, là, on demande 2 surveillants. Mais certainement un surveillant pour 10. Donc, vous aurez compris que le programme, à la semaine 1, on fait l'évaluation. Le programme dure 10 semaines. C'est 10 semaines d'exercice, si on peut dire. Et à la semaine 12, on refait les tests pour voir s'il y a eu un changement au niveau des facteurs de risque de chute. Donc, si on regarde comment se déroule là, une séance, on commence toujours par la capsule qui dure environ 15-20 minutes. La capsule, on va en parler, on va dire ce que ça comprend, mais c'est vraiment pour donner de l'information. Ensuite, on demande au site de faire une petite pause café, santé, biscuits, parce que dans les écrits, on parle beaucoup que ça va aider à créer ce sentiment d'appartenance-là et c'est ça qui permet que les gens restent et reviennent de semaine en semaine finalement, parce qu'ils aiment ce petit moment-là où ils peuvent discuter avec des gens qui connaissent, puis ça permet justement de créer ce sentiment d'appartenance-là au groupe. Donc, on fait la capsule, on fait une petite pause et après ça, on fait un 40-45 minutes d'exercice. Évidemment, après ça, à la fin de la séance, la physiothérapeute va expliquer comment faire, quels sont les exercices à faire à la maison et quoi faire exactement à la maison avant la prochaine séance. Puis, vous voyez qu'on voit la dernière case, là, en haut, c'est le suivi téléphonique dont Caroline parlait. 6 mois après la fin du programme, on va rappeler les gens pour leur demander si justement, est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes, est-ce qu'ils ont changé des choses dans leur environnement qui fait en sorte que leurs facteurs de risque là, sont réduits. La capsule d'information avec laquelle on commence, comme je vous disais, c'est pour donner des connaissances sur les facteurs de risque qui sont principalement modifiables et on veut que ça leur permette de changer leur comportement. Donc, on veut entre autres qu'ils fassent des exercices. Donc, on veut leur donner cette habitude-là. C'est pour ça qu'il faut que ça se poursuive aussi à la maison. Donc, on me disait, ça dure 15-20 minutes. Les gens ont, je ne sais pas si vous allez bien, ben oui, je pense que vous allez bien voir, les participants ont un manuel qu'on donne gratuitement en ce moment. Donc, ils peuvent suivre à l'intérieur. Il y a toutes les présentations PowerPoint. Là, ils peuvent suivre, prendre des notes. Et des fois, on va voir, là, on leur présente des images. Donc, ils peuvent bien suivre à l'intérieur du manuel. Et le manuel sert aussi à donner tous les exercices qu'ils doivent suivre là, à domicile. Donc, toujours dans la capsule d'information, c'est très interactif parce qu'on sait que les aînés ne sont pas habitués d'être assis pendant 20 minutes sur un banc d'école. Donc, on s'assure qu'on leur pose des questions, on leur montre au niveau de l'environnement, les changements qu'on peut faire. On peut leur montrer des bancs de bain, des pinces allongées. Donc, on va leur montrer là, concrètement le matériel qu'on leur suggère d'acheter. Mais on essaie de rendre ça là, assez dynamique. Je vais laisser Caroline poursuivre sur la capsule. Donc, si on regarde au niveau des contenus, à travers les différentes semaines, il va y avoir 10 capsules qui vont être
offertes aux participants. On regarde la première capsule, c'est une introduction au programme, hein, donc le sujet est plutôt général. La deuxième semaine, on va parler des bienfaits d'exercice. On veut les convaincre d'en faire, hein, donc il faut aller leur expliquer pourquoi. Puis il faut tenter aussi d'aller stimuler leur motivation intrinsèque, évidemment, si on veut amener un changement chez le participant. On commence tout de suite avec ça. Ensuite, les trois prochaines capsules ciblent davantage des comportements. Donc, on va aborder différents sujets. On va voir au niveau des médicaments, les maladies chroniques et les chutes. On va voir après ça les capsules, là, salle de bain, chambre à coucher, escalier. Vous voyez que c'est réservé à différentes pièces de la maison. Donc, on va voir pièce par pièce les changements qu'on pourrait apporter. Ensuite de ça, on va regarder au niveau des comportements encore. On revient au comportement avec les comportements à éviter et les situations à risque. Comment se sortir des situations à risque. Et à la toute fin, on va aller faire un résumé des capsules qui ont été lues pour vraiment favoriser la rétention là, des apprentissages, des connaissances. Puis on va faire ça de façon ludique à travers différentes activités. Donc, je vous donne un premier exemple. Je vous disais, on regarde différentes pièces. Donc, on vous donne un exemple. Les participants, ils auraient cette image-là dans leur cahier. Puis, en fait, ils l'ont à l'écran par vidéoconférence, un peu comme vous avez. Mais ils peuvent aussi regarder dans leur cahier, puis c'est en gros dans leur cahier. Donc, format 8,5 par 11. Donc, si vous voulez, on peut s'amuser avec l'exercice. Regardez l'image. Puis tentez de penser, que voyez-vous qui mettrait une personne à risque dans cet environnement-là? Vous pensez probablement à l'eau qu'il y a sur le plancher, on regarde le tapis là, qui ne semble pas fixé au sol, le fil de la cafetière, donc toutes sortes de petits indices dans l'environnement. Puis l'animatrice va profiter de cette activité-là, oui, pour faire du repérage des risques, mais aussi pour aller rechercher quelles recommandations on pourrait faire par rapport à ces facteurs de risque-là. Donc, ça nous permet vraiment de faire l'enseignement. On combine avec l'enseignement. Donc, ça pourrait être un exemple de recommandation qu'elle pourrait donner. Ça pourrait être de fixer, soit d'enlever le petit tapis complètement ou de le fixer au sol avec du ruban collant à tapis. Ça pourrait être d'attacher le fil, de fixer le fil de la bouilloire. Donc, il y a différents comportements là, qui peuvent être proposés en fonction de ce qui est observé. Autre petit exercice, je vous invite à prendre quelques secondes pour réfléchir. Encore là, même exercice, on est dans la chambre à coucher, peut-être un petit peu salle de bain. Donc, regardez l'environnement, qu'est-ce que vous voyez. Encore là, ici, on veut amener les gens à discuter sur différents éléments de l'environnement. La présence d'animaux domestiques peut être un risque de chute. Comment on va gérer ça? On peut voir le lit qui est très bas. Encore là, le fil de la lampe hein, qui est dans le chemin. On peut penser à l'éclairage. Donc, même de la même façon qu'on a fait avec la cuisine, on va aller faire des recommandations, des changements au niveau de l'environnement. On va aller chercher les solutions des gens et ensuite, on va compléter avec ce qui est recommandé dans les meilleures pratiques au niveau de la prévention des chutes. On continue avec un autre exemple d'activité ou de questions qu'on pourrait poser à nos participants. Donc ici, là, je suis dans les comportements. Donc, quelles modifications au niveau de la consommation, par exemple. Donc là, on se questionne sur la consommation excessive d'alcool. Donc, les gens doivent déterminer qu'est-ce qui est un facteur de risque important pour les aînés. On compare la consommation d'alcool chez une personne âgée avec un adulte, par exemple. Et là, à ce moment-là, il y a de l'enseignement qui va être fait par rapport à la quantité d'eau qui est présente dans le corps à l'âge adulte et à l'âge avancé chez la personne âgée qui est moins présente. Donc, on fait de l'enseignement à ce niveau-là pour sensibiliser les gens aux facteurs, aux changements physiologiques qui se produisent avec l'âge. Les gens cherchent la réponse, c'est 7 la réponse. Ah oui! C'est 7, oui. c'est 7 parce que... C'est un petit peu le but de l'activité.
Donc, puis on peut voir en fait la différence qu'il y a là, entre l'adulte et la personne âgée. Merci, Denis. Donc, on continue avec les exercices. Donc, on vous a déjà dit tantôt, on a toutes sortes de formes d'exercices parce qu'on travaillait, Caroline a mentionné la force musculaire. On travaille un peu les bras, mais principalement les membres inférieurs parce que c'est ça qui va réduire plus les facteurs de risque de chute. On travaille beaucoup des exercices d'équilibre avec toutes sortes de variantes, les yeux fermés, les pieds sur des mousses. Donc, beaucoup de variantes à ce niveau-là. Et on travaille la mobilité qui comprend la souplesse musculaire et la mobilité articulaire. Donc, ça, un petit peu moins. Évidemment, il y a une période d'échauffement aussi. Il y a une période qu'on calme à la fin. Mais vraiment, la plupart, le plus grand pourcentage est mis sur les exercices d'équilibre. Je disais tantôt que les participants, quand ils retournent à la maison, ils vont savoir quoi faire. La physiothérapeute va leur dire quel exercice, quelle page regarder dans leur manuel. Et on leur donne un calendrier qu'on leur demande de remplir puis de ramener la semaine suivante pour bien indiquer là, si on fait leur exercice d'une façon un petit peu de les motiver. Chaque exercice, quand Jennifer l'enseigne, en fait, je l'appelle Jennifer, c'est notre physiothérapeute, donc quand elle l'enseigne, elle le montre, évidemment, avant que les participants le fassent, et elle peut montrer aussi l'image pour que les gens puissent le reconnaître ensuite dans leur manuel. Donc, ça, c'est vraiment comme on voit dans le manuel, on voit le dessin, ça indique la position de départ, ça indique le mouvement que le participant doit faire, et ensuite les paramètres, donc le nombre de répétitions qu'ils doivent faire. Donc, le manuel est quand même très clair à ce niveau-là. On a différents niveaux d'exercice, de difficulté. Quand on fait l'évaluation des participants, d'ailleurs, on va tout de suite les classer. Donc, on fait une évaluation, puis on va dire, par exemple, c'est un participant novice. Ça veut dire que c'est un participant qui est apte à participer de façon sécuritaire au programme, mais que son équilibre est juste suffisant pour participer au programme. Donc, ces gens-là, en fait, on va les placer, on place les gens en rangée quand on les voit par vidéoconférence. Donc, la première rangée, ça va être nos novices, normalement, et ceux qui ont un équilibre un petit peu moins précaire vont s'appeler les niveaux intermédiaires, puis ceux qui ont un niveau avancé d'équilibre, évidemment, ça s'appelle le niveau avancé, et on va les mettre plus loin sur l'image, parce qu'on est capable de voir tout le monde sur les conférences, mais évidemment, on voit mieux ceux qui sont sur la première rangée. La raison pour qu'on ait plusieurs niveaux aussi d'exercice, c'est parce qu'on veut mettre tout le monde à défi. Donc, on veut que nos avancés aussi puissent faire des exercices qui vont les pousser leur équilibre au maximum, tandis qu'il y en a peut-être d'autres au début qui n'ont pas besoin d'être poussés autant. Donc, on veut adapter là, les exercices à la clientèle qu'on a devant nous. Donc, on veut quand même pas finir la présentation. Là, il est 1h41. On va peut-être finir avec ça parce que je vois qu'il y a des questions aussi, puis je pense que c'est ça qui est important. Donc, les retombées, on a commencé, comme je vous disais, le programme en 2009. D'ailleurs, on a commencé sans enseigner des programmes d'exercice. On enseignait de la cuisine, on enseignait comment marcher qu'une canne pour se dire qu'est-ce qui serait le plus utile finalement dans notre système de santé, c'est quoi les plus grands besoins. Puis c'est là que l'idée de la problématique des chutes est venue en tête. On a commencé Marche vers le futur en 2009. Et après ça, on a arrêté pour un an en 2011 le programme pour tout remettre à jour, le programme, pour consulter les gens avec qui on avait travaillé. Et là, on a commencé à vraiment accumuler les données. Là, vous voyez les données qu'on a, c'est de 2014 à 2015. Il y a 4 sites qui ont reçu le programme. Et on a analysé ces résultats-là et ça dit que les gens sont très satisfaits du programme. Et là, je vous fais grâce des pointages exacts, mais pour l'équilibre, on a eu des changements significatifs. Pour la force musculaire au niveau des membres inférieurs également, on a eu des changements significatifs. Et au niveau des tests de connaissances, les gens, quand ils remplissent le test de connaissances à la fin du programme, sont vraiment capables de nous dire c'est quoi les facteurs de risque de chute, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement les contrer. Donc, on a comparé ces résultats-là à d'autres programmes qui sont donnés en salle pour voir que on avait les mêmes résultats significatifs, des résultats très similaires, très semblables. Donc, on est capable de dire, en tout cas nous autres, que le programme Marche vers le futur peut vraiment permettre d'avoir, de rendre finalement, ça favorise une équité en matière de services, de soins un petit peu partout pour nos francophones. Surtout ceux qui ne sont pas capables d'avoir accès à des physiothérapeutes à l'extérieur, mais aussi à un programme comme ça qui a quand même fait ses preuves depuis quelques années. Donc, ça serait notre présentation qu'on a fait.
Je vois qu'il y a des questions, j'en ai vu quelques-unes au passage, mais je crois que c'est Myriam, ça nous donne un 15 minutes là, pour répondre à vos questions. Donc, c'est Myriam qui avait dit qu'elle allait diriger un petit peu la période de questions. Donc, ça va nous faire le plaisir de répondre à tous vos questionnements. Je vous remercie à toutes les deux. En effet, il y a quelques questions dans le clavardage. Je suggère de commencer par le clavardage, puis après, on va voir s'il y a d'autres questions. Donc, la première question que je vois ici, elle a été posée par Madame Labelle. Si je comprends bien aussi, ça parle du choix des participants. Donc, Madame Labelle se demande, est-ce que aide à la marche comprend aussi les bâtons de marche? Des fois, il y a des gens qui marchent avec des pôles, des bâtons de marche. En fait, c'est pas un problème s'ils marchent. C'est parce qu'il y a un détail qu'on ne voulait pas rentrer dans les détails, mais il y a un test, le test de Berg, le test d'équilibre, ne peut pas être fait si les gens ont besoin d'une aide à la marche de façon continue. Donc, s'ils marchent dehors, ou même s'ils marchent avec une canne dehors, avec des bâtons de marche, avec une canne, il n'y a pas de problème. C'est s'ils ont besoin d'une aide à la marche de façon constante. Autrement dit, ils ne peuvent pas se déplacer du point A au point B sur une surface là, plane sans leur aide à la marche. À ce moment-là, on ne peut même pas faire un test de Berg qui serait validé. Puis de toute manière, le résultat dans le test d'équilibre, ceux qui ont besoin d'utiliser l'aide à la marche vont obtenir un score qui va être inférieur à 48. Donc, si c'est des bâtons de marche parce que ça les sécurise quand ils sont dehors, mais qu'à l'intérieur, dans leur domicile, ils peuvent bouger sans problème, c'est pas une contre-indication. Est-ce que ça répondrait à la question? Je crois que ça répond à la question de Madame Labelle. Est-ce que Madame Labelle, ça répond à votre question? Vous pouvez répondre par le clavardage. Ce que je vais faire, on va passer à l'autre question, qui est la question de Monsieur Racine, qui se demande... Oui, donc ça répond bien à la question de Madame Labelle. Parfait. Donc, Monsieur Racine, lui, se demande s'il est possible d'expliquer comment vous recrutez les intervenants en santé dans les différents sites. Est-ce que c'est vous qui recrutez ces intervenants en santé pour faire l'évaluation? Puis la même chose pour les surveillants, est-ce que ce sont des bénévoles? C'est une bonne Qui les recrute? Très bonne question. C'est pas nous autres qui recrutons. Nous autres, quand on a une demande, par exemple, on a travaillé avec Edmonton les derniers, on a ce qu'on appelle un leader, un organisateur qui décide de nous appeler et qui veulent le programme. On travaille avec ces gens-là beaucoup par téléphone, par courriel, et là, on leur demande, on leur dit c'est quoi les critères pour trouver un évaluateur. Donc, c'est pas nous autres qui recrutons, c'est vraiment vous autres, parce que vous autres étant les sites externes. Si par exemple vous êtes à Edmonton, vous allez essayer de trouver à Edmonton des gens dans le domaine de la santé au sens large, comme on l'a dit tantôt, des étudiants, des gens en activité physique, des gens qui travaillent avec des personnes aînées. Donc, qui sont prêts à venir faire une journée d'évaluation. Donc, c'est important que ça soit le milieu, le site externe qui recrute parce que nous autres, on se rend sur place et vos évaluateurs sont là. Donc, c'est vraiment le site qui recrute les évaluateurs et les surveillants. Souvent, on a vu les évaluateurs et les surveillants être les mêmes personnes ou des fois, les surveillants, étant donné que c'est 10 semaines, le programme, les surveillants changeaient. On n'aime pas que ça change trop souvent parce que c'est plus difficile de développer là, une relation. Mais quand même, le dernier site, Edmonton, avait 4 surveillants qu'on avait plus ou moins formés, justement, puis ça pouvait changer de personne. Là. Donc, mais c'est le site définitivement qui fait ce recrutement-là. La deuxième question, ce qui sont bénévoles, ça, on n'oblige pas encore. C'est le site qui choisit. Je vous dirais que les évaluateurs ont toujours été bénévoles, mais c'est vous autres. Si le site veut les payer, il les paye. Les surveillants, dépendamment où on a donné le programme, il y a des gens qui les ont payés, puis il y a des gens qui les ont pas payés. Donc, ça, c'est pas nous autres qui déterminons ces conditions-là. Nous autres, on vous demande de recruter des gens et à ce moment-là, vous décidez si vous les payez ou pas. Mais c'est pas nous autres. Nous autres, en fait, les frais, ça, c'était peut-être, ça va peut-être dans le même sens la question. On paye tout ce qui est rattaché au manuel. On disait qu'on paye les manuels des participants. Évidemment, on paye la physiothérapeute qui donne la formation. On a soutenu différents, selon les demandes. Il y a des gens qu'on les a soutenus pour les coûts reliés à l'Internet. Il y en a qu'on les a soutenus pour le matériel parce que vous avez besoin d'avoir des steps, des TheraBand. Donc, des fois, on a soutenu à ce niveau-là. Et la plupart du temps, on a envoyé tout notre matériel, pas caméra, micro, des matériels au niveau de la technologie. Puis ça aussi, on fait beaucoup de soutien au niveau technologique. Ici, on a une experte qui va soutenir le site externe.
D'ailleurs, vous avez besoin de très peu d'équipement. Vous avez besoin d'un ordinateur, à peu près tout. Donc, ça serait ça ma réponse. Si ça me Il y a une question. Oh, pardon, Madame Cardinal. Il y a une question qui se rattache aussi à cette même demande-là. C'est Madame Godin qui demande s'il y a des physiothérapeutes rattachés au programme dans chaque province. Avez-vous, par exemple, des listes de physiothérapeutes? Non, on donne toujours, en fait, c'est toujours le physiothérapeute d'Ottawa qui enseigne le programme. Donc, à partir de la salle, d'ailleurs, Caroline et moi, on se trouve dans la salle où notre physiothérapeute donne le programme. Donc, à partir d'Ottawa, on donne le programme dans différents sites au Canada. Donc, c'est même l'inverse. On enseigne souvent où il n'y a pas de physiothérapeute. Donc, on ne fait pas un recrutement de physiothérapeute dans différentes provinces. On est allé, on a donné le programme à Moonbeam. Il n'y a pas de physiothérapeute dans ce site-là, dans cet endroit-là. Donc, on a une physiothérapeute ici qui enseigne le programme et c'est pour ça qu'on a besoin d'être soutenu avec certains surveillants dans les sites. Merci. Et il y a une autre question ici de Madame Beauregard qui demande combien de formations avez-vous fait à date et dans quelle province? Les dernières qu'on a faites, on a fait Edmonton, Calgary, qui était évidemment en Alberta. On a fait Moonbeam, qui était dans le nord de l'Ontario. Ça, c'est depuis que le programme est vraiment nouveau. En 2009-2010, on se trouvait beaucoup en Ontario aussi, vraiment dans le nord de l'Ontario, le Sturgeon Falls. Donc, on était vraiment dans le nord de l'Ontario. C'est nouveau qu'on soit sorti, c'est ça, j'en ai dit-tu, là, Edmonton, non, c'est ça. Bien, évidemment, Ottawa, là, mais si on parle de province, là, Ontario, Alberta, qu'on a donné à date, on est en pourparlers avec certaines personnes au Nouveau-Brunswick en ce moment, et avec Terre-Neuve, l'année passée, ou il y a 2 ans, on a presque réussi, puis le Yukon aussi. Donc, on a beaucoup de démarches qui sont en train de se faire en ce moment, mais c'est ça ne s'est pas concrétisé pour l'instant. Okay. Puis, combien de participants au total, si vous avez le nombre, là, ont suivi avec vous et fait des suivis après 6 mois? Si oui, quel est le taux de continuité à domicile? Dans ta dernière. Oui, dans la dernière. Donc, je ne l'ai pas écrit. Ouais, sur les 4 derniers sites, on avait 45 total. On a environ, là, pour donner un bon programme, pour bien voir clairement. Dans notre manuel, c'était écrit 20 participants. On s'est rendu compte que c'est trop. On tourne autour de 15 participants, des fois 12 participants. Puis, par exemple, au Yukon, c'était très difficile d'aller recruter là, beaucoup de francophones aînés parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ça peut être 8, 10 participants. Mais dans les 4 derniers sites qu'on a donnés, c'est ce que vous avez à l'écran, on a eu 45 participants total. Il y avait des questions ABC, il y avait d'autres questions dans votre question. Excusez, j'ai oublié de répondre à la question. Les suivis téléphoniques. Les suivis téléphoniques. 6 mois après, mon Dieu, c'est très élevé. Les suivis téléphoniques, 6 mois après, on est capable de rejoindre 95% de nos gens répondent. On développe, c'est très... je vous dirais qu'on aurait aimé ça vous montrer, même si on avait eu le temps, une petite capsule, là, comme quand on filme, puis que la physiothérapeute interagit avec les participants, mais ils deviennent vraiment comme s'ils étaient en salle. Ils sont très attachés à notre physiothérapeute. Puis la dernière journée, on donne même des certificats aux participants, puis on se réunit ici, puis on les applaudit. Donc, les gens, quand on les appelle 6 mois après, là, sont contents d'entendre parler de nous autres. Et la continuité pour les exercices est très élevée, est autour de, écoute, j'essaie de penser dans notre affiche, très élevée. Allez voir. Ben, on n'est pas obligé d'aller voir, mais très élevé. C'est en haut de 80% que les gens continuent les exercices. Et je vous dirais qu'un phénomène qui était inattendu, c'est que, par exemple, Moonbeam ont continué avec des gens qui n'étaient pas nécessairement des physiothérapeutes, ont continué à offrir des programmes d'exercice parce que les gens voulaient continuer à se voir et à faire des exercices ensemble. Donc, on a vu ça un peu partout où on a donné le programme, c'est que les gens ont continué à se rencontrer et à faire de certaines formes d'exercice ou de marche parce qu'ils ont vu le bénéfice. Ça permet aussi de sortir de la maison, puis se regrouper et puis être en groupe en même temps. Il y a une personne, M. Côté, qui nous demande si un exercice en piscine est acceptable pour prévenir les chutes. Mais c'est sûr que en fait, là, ce que la littérature dit, c'est que tous les exercices aident à prévenir les chutes qui vont changer, par exemple, en piscine, c'est parce qu'on va changer la souplesse, la force. Le problème avec ce qui est la piscine, c'est un petit peu comme si, marche voiture, on donnait juste des programmes d'exercice. Si vous n'avez pas tout le côté éducation, et dans les écrits, on dit qu'il n'y a pas un changement significatif à ce moment-là si les gens ne changent pas leur comportement.
Autrement dit, ils font de l'exercice, vont augmenter leur force, ça va les aider un peu, mais c'est pas suffisant. Il reste, on disait tantôt, une approche multifactorielle. Il faut essayer d'agir justement sur les connaissances, les comportements, qu'ils fassent de l'exercice régulièrement, mais aussi qu'ils changent. Là, il y a plusieurs éléments qu'ils doivent modifier pour être capable de réduire leur risque de chute. Les écrits n'ont pas démontré que seulement par un programme d'exercice qu'on allait réduire le nombre de chutes. Donc, c'est vraiment le tout au complet. Il y a le tai chi dans les écrits qui est très élevé là, en termes de changement pour les chutes. C'est peut-être, là, je vous dirais, la piscine tout seul, mais j'ai pas vu qu'il y avait un changement significatif. Ça rentre dans justement que c'est peut-être pas suffisant. Le tai chi semble, en raison de justement que ça travaille sur plusieurs composantes dans des bases réduites, là, semble avoir un effet plus direct sur la réduction de risque de chute. Je vous remercie. Et j'ai deux dernières questions de Madame Godin qui demande, si je comprends bien, là, on retourne vraiment au programme de prévention Marche vers le futur. Si je comprends bien, les sessions sont à date et à heure fixe à déterminer avec Ottawa. Exactement, mais on essaie de répondre le mieux possible évidemment, aux besoins du site. Donc, on l'a fait à toutes sortes d'heures. On l'a fait des fois en fin d'après-midi ici parce que ça donnait des heures différentes en Alberta. Donc, on essaie de s'ajuster aux meilleures heures. Les personnes aînées aiment ça dormir des fois l'après-midi. Donc, on conseille peut-être un petit peu avant le dîner des fois, mais c'est vraiment, on essaie de s'adapter à l'heure que le site préfère avoir la formation. Puis, c'est une fois par semaine pendant 10 semaines. OK. Et avec qui êtes-vous en contact au Nouveau-Brunswick? C'est avec l'Université Moncton parce qu'on a Mme Suzanne Blanchard, là, et May Savoie, c'est notre coordonnatrice au CNFS, puis Suzanne Blanchard qui est une chercheure dans le domaine qui a une chaire sur le vieillissement, là, finalement. Donc, on essaie de voir avec eux autres, ça fait déjà un an, là, comment on peut aller de l'avant. OK. Ben, donc, M. Racine nous dit bravo, excellente présentation, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on a répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres. Je crois qu'on a fait le tour, qu'on a réussi à répondre à toutes les questions. Si jamais par la suite, il y a d'autres questions, moi, je vous invite à m'écrire un courriel, puis je pourrais, là, je suis certaine que Mme Cardinal, là, accepterait là, sans problème là, de répondre. Oui, mon courriel est d'ailleurs sur la présentation PowerPoint. Là, mon courriel est là. Donc, c'est certain que si vous avez d'autres questions, on a essayé de résumer ça là, en quelques minutes. C'est un programme quand même là, qui est un peu plus complexe dans sa présentation, mais ça, je peux répondre à toutes vos questions. Certains peuvent m'écrire un courriel, pas de problème. C'est très rapide, 1 heure. Très, très rapide. Et donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ça clôt là, le webinaire pour aujourd'hui. Je vais vous faire parvenir aussi à tous ceux qui ont participé un sondage. C'est important, si c'est possible, de répondre. Ça nous permet toujours de nous améliorer. Et si j'ai des questions par la suite, je pourrai aussi les faire parvenir à Mme Cardinal sans aucun problème. Bien, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci.